Bon après-midi, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue une fois encore sur votre plateforme Univers Soir. Univers Soir, c'est l'émission très certainement la plus écoutée, la plus regardée, il faut le dire, sur les antennes de Univers Social Info TV. Merci encore de nous renouveler votre confiance. C'est de lundi, mardi, mercredi lorsqu'il est 17h. Merci encore, je préfère vous dire déjà, bonne fête de Tabaski. Hier, on était aux anges. Aujourd'hui, on a décidé de nous vêtir dans ce sens la question de commémorer encore et encore cette célébration de la fête de Tabaski. Merci encore à tous ces musulmans qui nous soutiennent au quotidien, mesdames, messieurs. Merci. Nous allons sans tarder accueillir notre invité sur ce plateau. Mais avant, il faut rappeler à tous les téléspectateurs que c'est une émission interactive. Vous pouvez nous joindre, vous pouvez participer à la thématique en composant le mot qui va s'afficher au bas de votre écran télévisé. Nous sommes lundi 17 juin de l'an de grâce 2024. Aujourd'hui encore, avec une thématique importante, il faut le dire, aux sorties des examens officiels qui se sont déroulés avec les corrections qui vont s'entamer demain, BPC 4, bac, ainsi de suite, les corrections s'annoncent demain. Maintenant aussi, il est important que nous mettons un cap dessus afin de parler de ces examens officiels. Pourquoi pas du système éducatif au Cameroun? Maintenant aussi, accueillons sur ce plateau notre cher invité, lui c'est Prosper Ouachou, ou encore Ouachou Prosper. Il est spécialiste ou encore expert en sciences de l'éducation. Il est didacticien en histoire. Il a beaucoup de casquettes en tout cas. Il est professeur des écoles normales d'instituteurs à l'INRG de Fouban. Ouachou Prosper, bon après-midi, bienvenue. Merci Monsieur Bachi, bon après-midi. Nous sommes heureux de nous retrouver sur votre antenne pour pouvoir échanger autour de cette thématique devenue tellement délicate, aussi bien pour la communauté éducative que pour le Cameroun en général. Comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce d'Allah et nous espérons que nous serons à la hauteur. En tout cas, je vous vois habillé là, ça prouve que vous êtes en train de jouer les prolongations de la fête de Tabaski. Quelque part, je peux dire oui, puisque je vous ai aussi accompagné comme tout le reste pour pouvoir célébrer cette fête et remercier le Tout-Puissant pour qu'il n'y ait pas eu de haine ici à Fumban et au Cameroun en général, à moins que je puisse me tromper. Sinon, je crois que sur l'ensemble du territoire, la fête s'est déroulée de façon confortable pour tout le monde. D'accord, chers téléspectateurs, merci encore. Je pense que cet après-midi, on va s'apaisantir sur la thématique qui sera affichée au bas de votre écran télévisé tout à l'heure. Examen officiel, les épreuves sont-elles encore confidentielles? Mesdames, messieurs, vous allez simplement nous rejoindre dans ce sens-là. Monsieur Ouachou Prosper, j'ai envie de dire, vous êtes expert en sciences de l'éducation, vous êtes normalien, professeur de l'école normale des instituteurs à l'INRG de Fouman. Vous portez la casquette de didacticien en histoire, vous maîtrisez les contours, les pourtours, l'historique ou encore l'historicité même de beaucoup de choses. Ouachou Prosper, examen officiel, les épreuves sont-elles encore confidentielles? C'est la thématique de cet après-midi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous faites un clin d'œil par rapport à tous ces examens qui se sont achevés. Les corrections vont certainement commencer demain. Oui, M. Bachi, je veux profiter de l'occasion pour faire un clin d'œil d'abord à la communauté éducative du Grand Nord, la communauté éducative nationale, à toutes les autorités qui s'y sont véritablement impliquées et surtout à ceux-là qui tiennent véritablement à une éducation digne de ce nom pour leurs enfants, pour toute leur progéniture. Alors, parlant bien sûr de cette communauté éducative, on a vu les enfants encore et encore. Une question comme ça, en tant que spécialiste, expert en sciences de l'éducation, est-ce que l'éducation, le système éducatif au Cameroun est encore nécessairement important? Est-ce que le système éducatif au Cameroun, est-ce que vous pouvez envier ce système actuellement avec les APC entre guillemets? Merci de me poser la question, M. Bachi. Ce système éducatif est à refaire. Parce que s'il fallait directement dire oui ou non, on pouvait trouver autant d'alibis bien après pour pouvoir qualifier ce à quoi ressemble notre système éducatif. Nous allons dire aux téléspectateurs que le système éducatif camerounais que nous avons aujourd'hui depuis de longue date tire son héritage du passé colonial. Et vous voyez que nous avons hérité de deux
passés coloniaux, le passé colonial sous la France et le passé colonial sous la Grande-Bretagne. Quand on fait un mixage de ces deux passés coloniaux, on s'en rend compte que les résultats sont diversement appréciés. Quand vous voyez le sous-système anglophone d'un côté et le sous-système francophone de l'autre côté, vous convenez avec moi que c'est le jour et la nuit. Aussi bien dans la manière d'organiser les épreuves que dans la manière même de les corriger. Et vous constatez de fond en comble que ces deux sous-systèmes, malgré les vœux des uns et des autres, les experts de tous bords, que ces deux sous-systèmes puissent fusionner en un seul sous-système, on s'en rend compte que de nos jours, ça a pris vraiment la clé de champ et on ne sait pas s'il y a une véritable clé de voûte pour pouvoir façonner et encourager cette fusion. Mais nous nous rendons compte que ce système éducatif camerounais est vraiment très difficile à supporter, aussi bien dans sa conception que dans sa mise sur pied, dans sa marche. Donc, en un mot, le système éducatif camerounais de l'heure est un système éducatif suranné qui doit être abandonné, oublié, parce que ça ne reflète pas la valeur qu'on accordait au Cameroun dans les années post et avant même l'indépendance, pourquoi pas. Alors, au regard de tout cela, on peut comprendre ses conséquences sur les épreuves. Cameroun Tribune titrait déjà dans son journal des épreuves au probatoire. On se rappelle, quand on parle de fuite des épreuves, il y a eu souvent ce genre de choses-là, mais depuis 2023-2024, ça a pris une vitesse de croisière, avec certainement et surtout le probatoire de l'enseignement secondaire général. La première question que se pose, examen officiel, est-ce que les épreuves sont encore confidentielles au Cameroun? 2023, on a vu le probatoire ESG qui, presque toutes les épreuves étaient sur les réseaux sociaux. Probatoire 2024 ESG, presque toutes les épreuves étaient sur les réseaux sociaux. Cameroun Tribune la titre même, fuite des épreuves au probatoire de l'enseignement secondaire général. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Oui, monsieur Bachi, ça c'est une question très délicate à laquelle tout Camerounais ayant vraiment eu à vivre une de ces séquences peut lui-même déjà se faire une idée. Nous constatons depuis ces dernières années, pour ne pas dire depuis que notre ministre des enseignements secondaires actuel est en fonction dans ce ministère, nous constatons que beaucoup ont profité de la manière dont les choses se présentent pour pouvoir se faire un marché, parce que si l'eau continue de couler, pourquoi l'eau coule? Vous parlez de question. Quand nous parlons de l'eau qui coule dans le jargon camerounais, on parle de la fuite des épreuves. Donc quand vous vous rendez compte que l'eau coule tout simplement parce que les gens ont fait de l'école un marché. Et surtout l'école est devenue un mercantilisme ambiant allant dans tous les sens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et quand vous avez vraiment l'éducation qui va dans ce sens, à quoi nous attendons-nous de nos jours? Nous ne pouvons que nous attendre à tous ces frasques qui sont déversés sur les réseaux sociaux. Et comme vous avez si bien dit, moi-même je l'ai suivi. Et j'ai même vu un spécimen de l'échantillon de l'épreuve qui a vraiment eu à fuiter. Et donc certains ont présenté dans certaines télévisions privées, pour ne pas dire aussi publiques. Vous voyez que quand Cameroun Tribune vient titrer ça au vendredi soir le 14 de ce mois, c'est pour dire que vraiment ça atteint les sommets. Oui. Comme j'aime souvent le dire, on ne peut pas cacher la vérité. Ernest Ouandi disait à son époque, la vérité voyage sans passeport. Oui. Les journalistes même qui ont mené les enquêtes à propos lui ont témoigné que c'était vraiment quelque chose qui se passait depuis de longues dates. On vous dit que le probatoire commence lundi le 10. Mais le 9, entre 4 et 6 heures, les épreuves sont déjà sur les réseaux sociaux. Et vous n'allez pas demander pourquoi c'est sur les réseaux sociaux. Non, j'allais poser cette question. Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Qu'est-ce qui peut motiver ces fuites d'épreuves? Avant, il n'y avait pas, c'était pas monnaie fréquente, même si les fuites d'épreuves existaient, mais la récurrence n'était pas quand même visible, perceptible. Pourquoi de nos jours, il y a ce véritable sérieux problème? Ça circule partout. D'autres, certains dans l'administration de l'enseignement secondaire, vont même à dire que c'est faux, que ça n'existe, pourtant les faits sont là, on ne peut pas nier les faits. Oui, monsieur Bachi, pour être vraiment sincère, vous savez que la sincérité n'étant pas de ce monde, on se bat quand même pour être sincère. Vous avez déjà vu quel loup
être présent dans une cour avec tous ces éléments et attester que ces éléments-là peuvent manger la même quantité que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tous ceux qui viennent dire qu'il n'y a pas, ils disent qu'il n'y a pas parce qu'ils veulent se protéger. Et parce qu'ils veulent se protéger, ils cachent la vérité. Parce que si la vérité venait à être dévoilée, on mettra la main sur les complices et toute la chaîne de production de toutes ces épreuves qui fuitent de part et d'autre. Donc ils préfèrent vous dire qu'il n'y a pas eu fuite parce qu'ils avaient déjà gagné un grand marché là, pour ne pas dire que c'est un appel d'offres qu'on met sur les réseaux sociaux qui veulent telle épreuve doit débourser tel montant et tout et tout. Ça veut donc dire la motivation, ces épreuves sont parce que derrière on cherche de l'argent. Mercantilisme, Voilà. bien sûr, c'est pour ça que j'ai parlé à l'entame de mes propos de cette attitude mercantiliste qui s'est invitée à l'éducation. Et je ne veux pas vous cacher, la déontologie professionnelle demande de faire parfois preuve de discrétion professionnelle. Mais je veux par là, loin d'être indiscret, vous faire comprendre que même la correction de ces examens officiels au Cameroun aujourd'hui, il n'y a toujours pas de crédibilité. Parce que la preuve en est, je peux vous-même vous convoquer, séance tenante ici, de mener vos enquêtes. Vous allez voir les enfants qui ont tous ces soi-disant diplômes, BPC, le probatoire n'étant pas un diplôme, c'est juste un parchemin qui vous permet d'aller au niveau bac avant de parachever l'enseignement secondaire. Vous allez voir que ce soit le BPC, que ce soit le bac. Oui. Quand bien même vous avez les enfants qui ont ces diplômes-là, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils savent faire? Et vous voyez même ce que ces enfants vous produisent, vous vous remettez en question, mais qui ont formé cette catégorie d'enfants que nous avons? Est-ce que ce sont des catégories sociales fiables pour ne pas convoquer la sociologie dynamique en termes d'évolution des sociétés humaines? Et si je veux même prendre la théorie de Pierre Bourdieu sur la reproduction sociale, quand vous avez ce genre d'enfants avec les diplômes qu'ils obtiennent à des pourcentages qui défient toute concurrence, vous vous posez la question que tous ces enfants que vous avez devant vous, c'est pour aller prouver quoi à qui, avec tout ce que nous constatons aujourd'hui comme lacune. Parce que vous allez voir quelqu'un, personne ne va me démentir, ici même les téléspectateurs qui nous suivent, vous allez voir les enfants avec ces diplômes, mais même s'exprimer, ils ne parviennent pas à s'exprimer. Écrire, c'est tout un problème. Mais vous avez ceux-là qui vous disent on les bat. Et je vous assure, même au niveau de l'université, c'est ce que nous voyons jusqu'aujourd'hui. On fabrique les docteurs, les maîtres avec les masters de tous bords. Comme un confrère que j'aime écouter au quotidien de lundi à vendredi dans le 10-12, il me dit, il met là à la place de le mettre les titulaires d'un master. Depuis c'est bon dans ce pays. Dis-nous. Oh là là. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. On s'en votera le bol. Alors, à qui la faute? La faute, c'est à l'autorité compétente en charge de l'éducation. Parce que nous savons que les politiques éducatives dans un pays, si mes élèves dont je leur ai enseigné ça par le passé, même cette année m'écoutent, ils vous le diront, les politiques éducatives de ce pays ont vraiment été foulées au bas des pieds. Elles ont été foulées au bas des pieds parce que les instances même en charge aussi bien de l'élaboration, la conception que de l'implémentation de ces politiques éducatives ne s'y impliquent véritablement pas. On dit que le chef d'État définit la politique éducative de la nation. Les organes déconcentrés et concentrés qui se retrouvent autour de l'exécutif sont chargés eux aussi d'étudier les questions et de voir comment valoriser ça sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils en font? La preuve en est, vous voyez, avec les programmes qui ne sont pas toujours adaptés à notre contexte. Je vous rassure, si vous avez suivi le conseil interprofessionnel du livre qui s'est prononcé il y a de cela quelques mois, ils ont dit qu'à partir de la rentrée scolaire 2024-2025 qui commence le 2 septembre, les programmes vont changer au niveau du secondaire. Pourquoi donc changer les programmes de part et d'autre? Quand moi je convoque par exemple le livre Mamadou Ebineta pour parler du français, je donne ça aux enfants d'aujourd'hui, je vous assure, c'est vraiment dérisoire. Ça fait pitié à la langue. Vous vous demandez, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Oh là là. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants, chers téléspectateurs? Vous constatez vous-même que ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Vous pouvez participer à la thématique en
composant le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran télévisé. Par message exclusivement, on parle des examens officiels. Les épreuves sont-elles encore confidentielles? Nous sommes en train d'élaborer là avec Wachou Prosper, expert en sciences de l'éducation. Monsieur Wachou, on revient à vous certainement. Est-ce que les responsabilités sont partagées? Peut-on accuser les élèves, les enseignants ou l'État? Très bonne question, monsieur Bachi. Je ne peux pas vous dire d'où les épreuves sortent, comment ça fait pour se retrouver dans les réseaux sociaux, est-ce que la chaîne, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les responsabilités sont partagées? Je suis pleinement d'accord avec vous que les responsabilités sont partagées. Il faut être un menteur accrédité pour dire non. Les responsabilités sont partagées du sommet jusqu'à la base. Et tout part du sommet, pour ne pas dire, pour reprendre un proverbe qui dit le poisson pourri par la tête. Les enfants font comment pour recevoir les épreuves comme vous l'avez posé sur les réseaux sociaux? C'est parce que déjà dans le sommet, tous ceux qui sont en charge de la confection des épreuves, des examens, est-ce qu'ils mettent du sérieux dans cela? Puisque quand vous remontez déjà de la base vers le sommet, les propositions des épreuves sont faites dans les établissements et qui sont collectées par les chefs d'établissement selon les disciplines des uns et des autres. Après cela, ça remonte maintenant au niveau des délégations départementales. Une fois que ça arrive aux délégations départementales, ça arrive maintenant au niveau des inspections régionales. Des inspections régionales, maintenant ça arrive à l'inspection générale des enseignements, puis à l'inspection de la coordination de ces enseignements, et puis au MINSEC, vous voyez toute cette chaîne pédagogique que ça traverse. Une fois que c'est au MINSEC, il y a ce qu'ils appellent la banque des données. Quand maintenant la banque des données maintenant collecte toutes ces épreuves, jusqu'à ce que maintenant l'équipe ciblée sur le plan national puisse siéger et statuer sur la validation des épreuves en fonction des disciplines. Cela veut dire que c'est maintenant cette équipe-là réunie qui doit vraiment être la cible de tous ces problèmes. Parce que si cette équipe se réunit, on table sur la production de ces épreuves-là, après validation, confrontation et tout. Cela veut dire que quand maintenant ce serait validé, avant maintenant d'aller dans chaque département via les délégations, les inspections et toutes ces chaînes pédagogiques que je viens de faire ressortir, quand cela va aller sous pluie bien fermée, avec toutes les confidences y inscrites de l'ordre du jour, avec les ordres de mission et tout ce qui encadre la gestion des épreuves et leur suivi, quand cela va arriver dans les départements et dans les sous-centres et les centres d'examen, cela veut dire que si déjà, avant que ça n'arrive dans les sous-centres d'examen, il y a eu déjà les traces qui sont parties auprès des personnes interposées, les amis, les affinités, je ne sais de quel genre. Dites-vous qu'avant que les épreuves ne puissent se dérouler, le juge qui a été retenu par le ministère en charge de l'éducation pour pouvoir faire corroborer le suivi de ces épreuves, dites-vous que ceux maintenant qui sont sur les réseaux sociaux avant le juge, c'est d'abord parti à la maison mère pour se retrouver par des personnes tierces et maintenant pour reprendre le principe de notre célèbre le principe du tiers exclu, quand ceux-là maintenant sont là, ils vont prendre les siens, ils vont faire parcourir les épreuves de part et d'autre et exiger la stricte intimité pour que ça ne contamine pas les uns et les autres. Vous n'allez pas me dire que de nos jours, quand on parle d'amitié, c'est sur le plan verbal. Les vrais amis se disent les vérités. Et un ami, quand il a déjà ça, il va aussi consulter un ami le plus proche, il ne va pas dire à tout le monde, mais il va dire au moins ça à un ami. Et cet ami va aussi chercher un ami proche et sceller le sort de la confiance. Et c'est comme ça que ça devient national. Sur le plan national, ça se diffuse partout. Au point où vous voyez, comme on dit, les informations volent à la vitesse du vent dont personne ne peut estimer. Une fois qu'elle est déjà, elle s'est d'envoler, personne ne peut l'arrêter. Alors, déjà donc, si je comprends bien, vous pointez en premier lieu l'État. Bien sûr, je pointe l'État en premier lieu, c'est l'État qui organise les examens, c'est l'État qui veille au respect des réglementations qui encadrent l'éducation. En ce qui concerne le probatoire, la question qu'on doit se poser, peut-on interroger le MINESEC ou l'OBC? On doit d'abord interroger l'OBC, le MINESEC même, qui est l'organe statutaire en charge de l'organisation de ces examens.
a confié l'OBC. L'OBC étant comme un service déconcentré du MINSEC en charge des examens et concours. Vous voyez un peu. Donc on doit d'abord interpeller l'OBC. Et c'est maintenant l'OBC dans son organisation qui est chargé de voir les actions qu'il faut coordonner et orienter maintenant vers les services en charge de l'organisation de ces examens officiels. Mais si l'OBC manque déjà aussi bien au niveau de l'orientation qu'au niveau de l'organisation de ces examens, on ne peut qu'assister à l'eau qui coule de part et d'autre pour reprendre ce jargon. Alors, s'il faut prendre quelques notions, nous avons eu la chance d'interviewer certains chefs de centre, sous-centre d'examen, qui ont essayé de répondre de façon anonyme. Ils ont dit, on vous confie cela, mais n'appelez pas nos noms. On les a aussi compris, cette confidence-là. Certains nous ont fait comprendre qu'en réalité, c'est parce qu'avant, ils se sont dit que si on pouvait revenir sur l'ancien temps, où les épreuves arrivaient, c'est dans les postes de gendarmerie, de police, où on déposait et on partait récupérer au fur et à mesure, que actuellement on ne comprend pas, parce que les épreuves parfois viennent sur WhatsApp. C'est par WhatsApp qu'on a envoyé, si on répond les années 2020-2021, c'est par WhatsApp qu'on envoyait les épreuves, il fallait multiplier. On se posait la question, est-ce qu'il y avait manque de format à l'OBC, autant de choses, que si on pouvait revenir à l'ancien temps, peut-être ce genre de choses n'arriverait plus. Parce qu'un chef de sous-centre a toutes les épreuves à sa disposition dimanche, la veille, pour toute la semaine, il est possible que, en tant qu'être humain, qu'on vienne parler avec lui et que ça sorte. Oui, monsieur Bachi, là c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'orientée vers un seul sens. Donc ce n'est pas une question à réponse uniforme. Effectivement. Je veux par là dire quoi? Je veux par là dire que s'il fallait même revenir à l'ancien temps où c'était localisé dans les gendarmeries, avant que les uns les autres partent récupérer à travers les lettres de décharge qu'ils déposaient après signature, validation et autres, ça pouvait toujours être compris, mais le problème c'est que même déjà dans ces gendarmeries, qui nous prouve qu'il n'y a pas de faute. Mais il n'y avait pas la récurrence. Voilà, il n'y avait pas la récurrence. On ne voyait pas ça. C'est parce que ça a pris de l'ampleur. Qui a dit que le phénomène est vieux depuis belle lurette. Donc, s'il fallait revenir à l'ancien temps, il fallait toujours qu'en revenant à l'ancien temps, qu'on convoque sur la table la manière même dont l'État entend organiser ces épreuves. Je vais même aller plus loin sans sortir du sujet. Que ce soit au niveau de l'organisation des épreuves après que le cours, qu'au niveau même des corrections, vous allez voir qu'à votre temps, si je ne me trompe pas, on ne corrigeait pas les examens dans les sous-centres de chaque région. On permutait dans les régions. Je prends par exemple ici à Fumban, il y a beaucoup d'établissements. Oui. Le lycée bilingue de Fumban pouvait voir son épreuve être corrigée au lycée de Kousséri. Le lycée de Kousséri pouvait voir son épreuve être corrigée au lycée de Yabassi, ainsi de suite. Mais pourquoi quand on localise les choses, cela existe toujours. Voilà. Ça existe toujours. Ça existe dans quel... Je n'ai pas encore. C'est seulement le BPC qui reste dans la région. Bon, peut-être le BPC dans la région avec peut-être les examens qui nous concernent, le CAPIEM, le CAPIET et tout ça. Mais sinon, si ça existe, s'il faut revenir à l'ancien système, je vais dire, et en revenant à l'ancien système, qu'est-ce qu'il faut déjà mettre comme garde-fou? C'est la question que tout Camerounais sérieux doit se poser. Parce que on dit toujours l'habitude est une seconde nature. Plus les gens s'habituent à pratiquer des choses qui n'honorent pas les normes, plus ça devient déjà une règle pour eux. On dirait qu'ils écartent la norme et ils normalisent les gars. Pour reprendre cette citation d'Hubert Monon-Diana de regretter mémoire. D'accord, tout à l'heure vous parliez tout à l'heure de l'État. Actuellement, est-ce qu'on peut accuser les enseignants? Parce que les enseignants, parfois, pour montrer qu'il est expert, il est grand prof, il faudrait qu'il distribue ses épreuves avec correction à l'appui. Est-ce qu'on peut cautionner la déontologie ou encore le professionnel de ces chevaliers de la crème? Effectivement, M. Bachi, si Madame le ministre nous écoute, les enseignants sont déjà, pour la plus grande partie, responsables de ce qui arrive à nos examens officiels. C'est pour ça que je vous ai dit, l'OBC est le premier responsable. Je laisse même d'abord le ministère parler. Madame le ministre ne va pas être s'il y a 157 sous-centres, un chiffre vulgaire, elle va être 157 sous-centres d'un jour à l'autre et tout. Non, ça ne peut pas se faire. Le point, c'est d'abord l'enseignant, mais ce ne sera jamais de le dire. Et je le redis encore ici à Mondo Vision.
Le problème de l'enseignant, c'est l'enseignant lui-même. Vous parlez en tant qu'expert. Oui, nous parlons en tant qu'expert. C'est pour ça que je vous ai dit, le saut de la confidentialité, même dans la validation de ces épreuves, jusqu'à l'acheminement dans les sous-centres et centres d'examen respectifs, est à questionner. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants là dehors, vous voyez, ils sont là dans un mercantilisme ambiant. On ne sait pas pourquoi ils le font. Parce que beaucoup se plaignent que oui, les enseignants souffrent au Cameroun. Oui, les enseignants souffrent. Nous attendons tous le décret d'application qui viendra sceller le statut particulier qui a été signé le 5 décembre 2000. Et donc l'application, même sur le terrain, a vraiment des difficultés à être vraiment prise au sérieux. Parce que quand vous voyez comment les enseignants sont clochardisés, ils se convertissent en mendiants, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enseignant parte prendre une épreuve d'examen et vienne vendre à WhatsApp 1500, 2000, je sais quel prix avec tout ce que j'ai eu à suivre moi-même dans mes propres enquêtes. Vous voyez que ça souille déjà la nature même de l'éducation au Cameroun. Les enfants vont apprendre comment. Regardez même l'APC, l'approche pédagogique par compétence, qui est venue remplacer la pédagogie par objectif, et même la NAP, nouvelle approche pédagogique qui a été mise sur pied. Même l'APC là, est-ce que les enfants apprennent? Mais regardez comment ces enfants leur fait avancer sous couvert qu'il y a la réalité de la promotion collective qui a été implémentée depuis les années 75 et dont l'arrêté du 21 février 1996 vient modifier certaines dispositions qui encadrent la gestion de la promotion collective dans les établissements en vue du passage d'un niveau à un autre et les conditions de redoublement. Vous voyez que tout ça, ça vient encore mettre au bout du jour la place même des enseignants. Et excusez-moi pour ne pas être long, je veux convoquer ici notre révérend docteur des sciences de l'éducation de regretté mémoire, que je salue au passage, je m'incline devant sa mémoire, le professeur Gilbert Tafak, le père des sciences de l'éducation. Il avait distingué deux types d'enseignants, les enseignants clandestins et les enseignants de vocation. C'est-à-dire les enseignants clandestins, c'est ceux qui arrivent dans l'enseignement parce qu'il manquait quoi faire de part et d'autre, ou bien ils arrivent dans l'enseignement parce qu'il faut rechercher un matricule, comme vous voyez aujourd'hui, et il se fait une part belle au ciel. La preuve en est qu'on voit le recensement chaque année autour du personnel enseignant pour chercher à traquer les fonctionnaires fictifs. C'est pourquoi? Parce que eux-mêmes ils se sont rendus compte que le corollaire qui les encadre dans la gestion de l'éducation ont pris les questions d'affinité des familles pour venir balancer, chiffonner le statut de l'enseignant qu'on voit aujourd'hui souffrir de tous les maux avec les syndicats qui sont regroupés pour pouvoir parler des questions liées aux problèmes des enseignants. Mais vous voyez, l'enseignement est déjà rempli de tout genre de personnes. Ceux-là même qui ont de la peine à s'exprimer devant les élèves, ceux-là qui ont de la peine à préparer leurs enseignements, ceux-là qui ont même aussi de la peine à reconnaître qu'ils sont enseignants et ils doivent le prouver sur le terrain. S'il faut que je reprenne un conseil ou alors un mot d'ordre lancé par une de nos inspectrices pédagogie nationale que je salue également et sur passage, Madame Baga, qui vous avait dit que beaucoup parmi vous là, sûrement vous avez acheté pour avoir des matricules. L'essentiel n'est pas d'avoir le matricule, mais il faut le prouver, il faut le défendre sur le terrain pour nous dire que vous méritez être là où vous êtes. Et je convoque là dans la question de la vocation. Un enseignant de vocation, c'est un enseignant qui ne force pas le talent. Ça vient, c'est même les enfants que vous enseignez, dont on nous dit être nos ambassadeurs et autres. Même les enfants que vous enseignez sont vos premiers témoins pour savoir que non, celui-ci ou celle-ci, quand il se place devant nous là, ça marche. Il marche ses mots, il a de la peine à s'exprimer, il a de la peine, il est toujours avec le document pour lui, il est... Donc même les enfants peuvent déjà s'imaginer que telle personne qui est devant nous, il ne mérite pas être dans l'enseignement, bien tel qui est devant nous, il ne force pas cet enseignant qui est dans son métier, il a juste besoin de se recycler, de se refaire. Troisième point, vous accusez les parents ou les élèves? Bon, pour les parents, ce n'est pas le parent qui compose, mais c'est l'élève qui compose. Si nous accusons les parents, comme j'ai convoqué dès l'entame de mes premiers propos, la théorie de la reproduction sociale de Pierre Bourdieu, s'il faut accuser les parents, c'est en termes de suivi de leur progéniture à la maison. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de parents qui ont démissionné, M. Bachir, je ne vous le cache pas. Beaucoup de parents, en commençant même ici dans le nous, beaucoup de parents ont démissionné de l'éducation de leurs enfants. Combien de parents de nos jours suivent le travail de leur progéniture après qu'ils soient partis à l'école ou pas? Et combien vont même à l'école quand ils les envoient à l'école?
Moi, je vois dans beaucoup d'établissements ici dans le Nord, pendant les heures de cours, les enfants se vauchent dans la nature, ils partent là où ils veulent, et quand c'est la saison des fruits, comme la saison des mangues, des prunes, des avocats, ils sont entre les arbres, les cailloux, en train de lancer par-ci, par-là. À la fin, quand il faut rentrer à la maison, est-ce que le parent contrôle pour demander qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Donc, je peux accuser les parents de ce côté. Pour les élèves, je les vous accuse sous le simple prétexte que beaucoup parmi eux ne savent pas ce qu'ils viennent faire. Ils savent pas pourquoi il faut s'instruire. On a seulement dit que l'école là, il faut aller parce que quand vous ouvrez le diplôme, ça va faire de vous un potentiel travailleur dans le Cameroun de demain. Et c'est cette mauvaise culture que nous avons intériorisée en nos enfants, si bien que beaucoup ont démissionné de l'apprentissage de l'institution, ce qui renvoie à toutes ces dérives que vous voyez au quotidien tous les jours, en attendant que le 26 juin, qui est la date de mon anniversaire, et qui est aussi la date de la célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue. Vous voyez beaucoup se livrer au drogue. Non seulement se livre au drogue, il se livre à toutes les perversités sexuelles. En gros, c'est les enfants des gens ici. On boit dans les bars et quand il y a le feu qui vient comme ça, après voilà ces 3 dernières semaines, comme vous avez les informations, comme vous aussi. Allez voir les qui sont touchés par ces flammes-là. Ce sont les jeunes. Ils font quoi à ces heures là-bas? N'allez pas interroger si ce sont les étudiants ou pas. Ce sont les étudiants pour la majeure partie. D'accord, moi je préfère certains enseignants alors que seront en train de remettre en question, seront en train de dévoiler ou encore de critiquer leurs collègues qui de fond en comble s'y prêtent à ce jeu-là, donner les corrections, même si c'est un élève qui vous envoie une épreuve, donner les corrections à 4 à 5 heures. Certains enseignants ont clamé le ras-le-bol par rapport à cette situation-là parce que ça décrédibilise même le statut même de l'enseignant. Parce que nos enseignants se disent pourquoi alors enseigner quand on sait qu'à la fin, l'élève qui ne venait même pas à l'école compte sur l'OBC. l'EAU, BC. Oui, monsieur Bachi, je veux vous assurer que les enseignants, dont certains de leurs collègues se plaignent d'eux, parce que les élèves envoient les épreuves à la veille des examens pour qu'ils puissent corriger et se faire la part belle aux examens en termes de mérite ou en termes de position. Je veux vous faire comprendre que ces enseignants qui pratiquent de tels actes vis-à-vis de leurs élèves, ils ne le font pas pour rien. Ils ont leur intérêt. Donc je ne saurais faire rire les téléspectateurs ici. La preuve en est, même en plein milieu d'année scolaire, vous allez voir les enseignants qui, quand il s'agit même d'évaluer, il n'y a déjà pas d'objectivité. Je convoque ici la question de l'objectivité. Beaucoup de nos enseignants ne sont pas objectifs. Beaucoup font dans la subjectivité. Oui. Si bien que quand bien même l'enfant travaille pendant le parcours de l'année scolaire, on se demande que mais, quand cet enfant travaille comme ça, est-ce que nous, en tant qu'enseignants, nous avons fait notre évaluation pour le niveau de ces enfants? Vous allez voir beaucoup d'enfants, un enfant qui vous apporte des moyens, mais quand vous l'interrogez à la maison, l'enfant a des lacunes que vous, peut-être qu'il n'avait pas eu le niveau qu'il a, ou bien vous qui avez eu son niveau, mais quand vous interrogez le niveau qu'il a, vous demandez si c'est votre enfant, si c'est vous qui le suivez ou c'est vous qui l'encadrez. Donc beaucoup de ces enseignants, c'est parce qu'ils ont des affinités avec ces élèves à qui ils livrent les corrections des épreuves pour aller reproduire une fois sur les copies d'examen et être sûr qu'ils seront parmi les majors. D'une manière de vous dire que tout ce que vous voyez là, ce n'est que les retombées de notre système éducatif en termes d'organisation, de management et même de suivi. On ne suit pas ce système. Ce système a tout dévoilé. C'est pour ça que je vous ai convoqué que même au niveau des corrections, combien d'enseignants aujourd'hui dans les sous-centres de correction qui vont démarrer demain, comme vous dites là, combien d'enseignants corrigent véritablement les examens au Cameroun aujourd'hui? Je ne me mets pas à la place de ces millions d'enseignants, que ce soit du primaire ou que ce soit de corriger véritablement. Quand je parle de corriger véritablement, M. Bachi, je dis donner à l'enfant ce qu'il mérite. Quand on qualifie notre ancien élite de ce coin de vérité mémoire, que je salue aussi au passage, de Dr Adamou Damjoua, quand nos parents nous disaient à une certaine époque, mais quand M. Damjoua était ministre dans ce pays, ce n'est pas le qui veut qui méritait, c'était le qui peut. Les enfants qui voulaient travailler, c'est eux qui méritaient et ça se pouvait sur le plan international, tout comme sur le plan national. Mais vous voyez depuis. Je crois bien que vous avez aussi eu à entendre comme moi
qu'à cette période des années 70, 79, mais il y avait l'oral. Quand vous passez même un examen à l'écrit, vous devez être soumis à l'oral. Ce n'est pas seulement quand c'est un examen national ou quand vous passez l'écrit, on vous demande à l'oral d'être soumis d'aucun patrimoine, alors que même à l'oral, j'ai vu un enseignant qui se vantait à ses élèves, devant ses élèves, que j'ai le BPC Ndamjoya. Pourquoi cela? Quand vous voyez un enseignant dit qu'il a le BPC Ndamjoya, il faut d'abord questionner, est-ce que ce BPC Ndamjoya qui dit avoir, il le prouve sur le terrain? L'essentiel n'est pas de dire j'ai le BPC Ndamjoya. Si tu as le BPC Ndamjoya, tu viens, peut-être. Là, c'est la référence, c'est ce que veut comme question. Bon, si on prend M. Ndamjoya comme référence, c'est parce qu'il est parmi l'un des ministres de l'Éducation dont on a vraiment vanté les mérites, même à l'international. Puisque j'ai même lu sa thèse de doctorat qu'il avait publiée, dont j'ai oublié le titre. Il a donné la manière dont on devait traiter l'éducation. Comment l'éducation devait être dans un pays pour pouvoir développer les générations et des générations. Et c'est là où j'ai aussi aimé le point de vue de l'ancienne chancelière allemande que Olaf Scholz a remplacé, à savoir Angela Merkel, qui disait un État qui se dit un État sérieux ne peut jamais écarter l'éducation et la santé comme étant les clés de voûte de son émancipation, de son développement et de son épanouissement. Mais un État qui ne promeut ni l'éducation ni la santé n'est qu'un État voyou. Donc je passe par là pour dire que Ndamjoya, avec l'éducation, on était quand même sûr de tout ce qui sortait de nos écoles. La preuve en est, beaucoup de nos anciens, même dans mes propres recherches, et ceux qui enseignaient même à l'ENAM dans les années 59 après la création de l'ENAM, jusqu'aux années 80 là. Mais on vous dit que quand le Cameroun formait les gens, ils étaient au collège international. Beaucoup de nos dirigeants africains, les Blaise Compaoré, les Thomas Sankara, beaucoup d'autres qui sont passés ici, en sont les témoins. On formait des cadres africains, on formait des cadres à l'international. Il n'y avait pas tellement besoin d'aller faire ses études en France après le Cameroun, comme beaucoup de ces dirigeants, les restes que nous avons aujourd'hui en dehors de ceux qui sont décédés. Ils ont fini leurs études ici, aller poursuivre à l'Hexagone et dans tous ces pays occidentaux là. On n'avait pas besoin d'aller là-bas, on les formait ici. Mais depuis après Ndamjoya, le ministre, comme je l'avais dit dans un plateau ici, à Univers TV, le ministre Georges Ngango a voulu redresser la courbe allant dans le sens de M. Ndamjoya de voter mémoire. Mais au moment où il convoquait les états généraux et tout ce qu'il fallait pour uniformiser notre système éducatif et lui redonner les lettres de noblesse des années antérieures, il a été démis. Et c'est là où maintenant on a mis son suivant immédiat jusqu'au Béla Mbappé, Augustin Edouard, jusqu'à notre ministre actuel avec tout ce que vous avez connu. Moi par exemple qui vous parle en tant qu'expert en sciences d'éducation, moi j'ai fait sous le professeur Joseph Onadegreté mémoire, le premier professeur de droit public dans ce pays, droit constitutionnel notamment. Mais j'ai quand même vu comment il organisait l'éducation dans ce pays et il n'y avait qu'un seul ministère, le ministère de l'éducation nationale. C'est après lui que M. Bapès aussi de Breté Mémoire est venu. On a divisé le ministère de l'éducation en plusieurs ministères et regardez ce que ça donne. Et j'ai aussi suivi dans les rumeurs cette année scolaire qui finit qu'avec le nouvel organigramme des INIEJ, pour parler de l'enseignement normal, qui a eu lieu, dont le décret de publication, je vais dire dont le décret a été signé le 4 octobre 2023, portant réorganisation des écoles normales des instituteurs de l'enseignement général. On nous annonce à travers ce décret, dans les sondages, les rumeurs, qu'il y a le ministère de l'enseignement normal qui est aussi en gestation. On va passer le temps à créer des ministères et des ministères, alors que les réalités du terrain, le texte même ne prête pas à tous ces jeux-là. Et pour finir, on veut donc quelle éducation pour ces enfants quand beaucoup sortent, ils se retrouvent dans ce que l'artiste camerounais Benji Matekea appelle la Chomakam. Beaucoup de ces enseignants, de ces élèves, de ces étudiants se trouvent dans la Chomakam. Avec tout niveau confondu. D'accord, chers téléspectateurs, c'est vraiment intéressant. Cette plateforme, c'est vraiment intéressant avec la thématique les examens officiels. Les épreuves sont-elles encore confidentielles? On passe par là pour évoquer de fond en comble les paramètres, les tenants, les aboutissants du système éducatif ou encore de l'éducation dans notre cher et beau pays. Alors, Wassou Prospère, après avoir évoqué tout ce qui peut être à l'origine de ces fuites d'épreuves, alors
pouvons-nous nous questionner sur les conséquences? Quand il y a fuite de preuves dans un pays, qu'un système éducatif est, comme vous l'avez souligné, quelles peuvent être les conséquences dans ce pays, tant sur le plan national que peut-être sur le plan international? Oui, M. Bachir, merci pour la question. Les conséquences sont énormes, dont les conséquences principales sont les suivantes. Vous aurez d'abord, en premier lieu, les élèves mal formés, bref, les étudiants mal formés dans un pays. Parce qu'on dit qu'un vaudrait mieux les têtes bien faites que les têtes mal formées. Un enfant qu'on forme bien est un produit qu'on gagne pour la nation. Vous voyez? Donc je veux par là dire quoi? Quand on a déjà les élèves qui ne méritent pas ce dont on leur donne comme sésame, comme parchemin, c'est pour dire qu'ils ne vont rien apporter de significatif à la société. La preuve en est, s'il faut passer par la recherche expérimentale qui est convoquée par la science. Regardez dans nos universités. Depuis qu'on a mis sur pied le système LMD, licence, master, doctorat, depuis que ce système est venu et dont on est venu aussi nous déverser là, alors que nous on devait être d'abord parmi ceux qui devaient avoir la maîtrise sur le DEA, mais on est venu nous verser d'abord. Combien de ces enfants qui sortent, que ce soit avec la licence, le master, trouvent l'emploi alors qu'on nous a dit qu'on devait professionnaliser les enseignements? Ça, c'est au niveau universitaire. Quand je viens au secondaire, parlant de l'enseignement général, quand ces enfants sortent là, vous croyez qu'ils deviennent quoi? Et qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils vont aller réciter la théorie ou je ne sais où. Il faut prouver, parce que le monde d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, et comme il y a également ces nouvelles technologies qui interpellent notre univers, et le contexte de mondialisation, de globalisation dans lequel tous les États doivent s'inscrire, il est maintenant question de savoir ce que l'on cherche. Qu'est-ce qu'on sait faire? Si dans un monde comme celui-ci, vous êtes là juste avec la théorie, qu'est-ce que vous savez faire? Si vous ne connaissez pas, on ne va pas laisser ceux qui savent faire quelque chose pour vous prendre la preuve en est, comme je disais. Tous nos enfants qui sortent de l'enseignement général dans cet ordre d'enseignement, par rapport à ceux qui sortent de l'enseignement technique, vous voyez que de ce côté d'abord c'est le jour et la nuit. Et même dans l'enseignement technique, est-ce qu'on donne à ces enfants tout ce qu'il faut? Et je vais d'abord commencer, pour ne pas être long, que vous me suivez attentivement. Dans l'enseignement général, quand ces enfants sortent, est-ce que vous savez que beaucoup sont obligés encore d'aller dans les centres de formation, les centres d'excellence ou bien les instituts privés pour se former? Parce que s'ils ne se forment pas, qu'est-ce qui leur donnera accès à l'emploi? Beaucoup disent que quand ils finissent comme ça, ils doivent faire les concours de la fonction publique. Et en faisant même les concours de la fonction publique, est-ce que cette fonction publique est accessible à tous? Est-ce que cette fonction publique est accessible à tous? Vous n'avez qu'à voir les chiffres de la fonction publique, malgré les faux profils, les faux diplômes, les effectifs culminants qu'on ne fait que décrier chaque année. La chasse à l'homme au MINSEC, après demain dans le personnel de santé, après dans le cadre de la magistrature et autres. Vous voyez que tout ça, tout le monde ne peut pas entrer dans la fonction publique. Et c'est aussi parce que l'État camerounais n'a pas donné une bonne orientation politique dans la formation de ses concitoyens. Parce que ce n'est pas le secteur public qui développe un pays, qu'on vous dise pas le contraire, qu'on vous trompe pas. C'est le secteur privé qui développe un pays. Et dans le secteur privé, quand on parle de secteur privé, c'est tout ce qui a trait à la formation en vue d'apporter un plus à ce que l'État dans le public réalise déjà. Et par là maintenant, c'est pour ça que si vous pouvez m'accorder un peu de temps, pour parler maintenant de nos enfants qui sortent de l'enseignement technique. Beaucoup là, il y a très peu qui se battent quand même par rapport à ceux de l'enseignement général à faire quelque chose sur le terrain, à la seule différence que même dans cet enseignement technique, il y a encore d'autres qui se voient obligés d'aller soit faire des recyclages, soit encore de se former de nouveau pour pouvoir accroître les aptitudes, comme je suivais avant-hier un reportage, une colère sur le secteur minier au Cameroun. Vous voyez que le secteur minier, c'est la plus grande des convoitises à l'international de nos jours. Et les États qui ne maîtrisent pas leur secteur minier, que ce soit en termes de ressources, de gestion et d'orientation, sont les États qui vont faillir. S'il faut que je prenne ce que notre cher confrère Henri Orbelen, un professeur émérite qui enseigne à l'Université de Bordeaux depuis plus de 20 ans aujourd'hui, disait, les États qui ont raté la révolution industrielle sont ceux qui vont rater la révolution informatique. C'est pour dire les États qui ont raté le seuil de la formation de leurs concitoyens sont les États qui éprouveront toutes les difficultés du monde à sortir la tête de l'eau pour convoquer le très célèbre slogan de notre chef d'État, l'émergence à l'horizon 2035. Nous ne pouvons pas être émergents quand nous n'avons pas les personnes bien formées
qualifiés pour relever la société en pleine décrépitude sur tous les plans. Alors, vous êtes en train de citer là les conséquences principales. Quand il y a fuite d'épreuves, quand il y a ce système éducatif qui sûrement peine avec les approches qu'on change chaque année, les livres qu'on change chaque année il y a des nouveaux programmes, des livres au fur et à mesure. Quelles peuvent être les conséquences directes sur les enfants, sur les parents, sur la nation? Les conséquences directes sur les parents, les enfants, la nation. Je vais aller d'un point à l'autre. Conséquences directes sur les enfants. Avec tous ces changements, les fasques que nous décrions tous au quotidien et les répercussions auxquelles ces fasques nous conduisent. Au niveau des enfants, comme je disais, les enfants ne seront pas suffisamment outillés. Ils seront très mal formés et ils n'auront pas la capacité d'apporter un plus au développement réel de leur pays. Les enfants seront toujours limités. Quand je dis limité, c'est-à-dire quoi? Quand un pays veut se développer dans tous les secteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, artistiques, religieux, tout ça, quand les enfants n'auront pas toutes les aptitudes pour relever ces défis, les enfants seront laissés à eux-mêmes. Ils vont se lancer dans ce qu'un de nos confrères appelle dans une chaîne de télé privée que j'admire beaucoup, le règne de la débrouillardise. Les enfants seront dans le règne de la débrouillardise. Côté parents, les parents n'auront que les progénitures autour d'eux pour remplir leur maison. Les parents n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que tout parent qui a des enfants voudrait que ses enfants apportent un plus dans la société. Quand je prends le secteur footballistique, tout parent aimerait avoir Samuel Eto'o dans la famille. Quand je prends le secteur culturel, tout le monde aimerait un Richard Bonawa, Manu Dibango dans sa famille. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si déjà l'enfant est déjà mal formé dès le départ, le parent aussi de son côté n'a peut-être pas apporté assez, ou alors il a essayé d'apporter mais la société n'a pas su bien orienter. Le parent se voit perdre, en conséquence le parent perd. Il ne va pas aussi impulser une dynamique à la société à travers cet enfant qui était censé être bien outillé, bien formé. Et aux côtés de la nation, on aura toujours un pays rétrograde. Je me rappelle quand on signait l'initiative PPTE dans les années 96, après près de 8 ans d'ajustement structurel, on se rappelle que nous avons mis l'accent sur l'éducation avec les orientations qui devaient nous permettre de passer du statut de pays pauvre très endetté au stade de pays à revenus intermédiaires et du statut de pays à revenus intermédiaires au statut de pays émergent. Vous voyez, on parle de pays émergents. Mais est-ce que nous avons traversé le stade de pays à revenus intermédiaires? Mais tous les jours, nous sommes dans les crédits. Avec les gros bailleurs de fonds, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le FMI, la Banque islamique de développement, ils ont même accordé les prêts pour le financement de l'éducation au Cameroun. Mais est-ce que ces financements ont été mis sur pied? Et même quand ces financements sont certainement mis dans un moindre pourcentage, est-ce que c'est suivi? Vous voyez à l'extrême nord, il y a beaucoup qui font encore l'école sous l'arbre, l'école buissonnière. Dans l'Est, c'est encore pire. Je ne vous apprends pas l'Est. Si vous avez les confrères d'Univers TV à Bertois, ils ne me démentiront pas. Et vous voyez quand c'est comme ça. Est-ce que les enfants sont suivis là-bas? On affecte même des gens sur le terrain. Ils partent, ils abandonnent parce qu'ils disent que l'État ne leur donne pas ce qui leur permet de suivre pour tenir ses enfants et tout. Donc au niveau de l'État, il y a déjà un échec total, tant dans le système éducatif, les orientations, comme je l'ai dit, l'organisation et même le management en un mot. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous allons prendre une légère ponctuation, une légère respiration, le temps pour nous de revenir, chers téléspectateurs, pour aborder la dernière ligne droite de la dite émission. Pourquoi pas revenir sur les solutions de fond en comble, comment faire pour sortir le Cameroun, les Camerounais, l'éducation, le système éducatif de cette emprise-là, partout ailleurs. Mesdames, Messieurs, tout de suite et après.
Voici retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Nous sommes toujours dans le cadre de l'émission Univers Soir de ce soir avec un invité spécial, Wachou Prosper, expert en sciences de l'éducation, qui certainement revient sur les contours, les pourtours, les retours, les alentours, les tours même de l'éducation au Cameroun avec point d'appui, examen officiel. Les épreuves sont-elles encore confidentielles au regard de tout ce qu'il a dit, les causes, les conséquences? Pourquoi ne pas s'interroger sur les solutions? Que devons-nous faire véritablement pour que les épreuves, pour qu'il n'y ait plus fuite d'épreuves? Que devons-nous faire exactement pour que le système éducatif soit ce que nous souhaiterons? Que devons-nous faire véritablement pour que l'éducation dans sa généralité puisse retrouver ses lettres de noblesse? Wachou Prosper, expert en sciences de l'éducation. Quelles peuvent être les solutions? Allez-y tout doucement. Quelles sont les solutions de façon générale, de façon particulière? Comment faire pour que l'éducation retrouve tous ses lettres de noblesse dans notre pays? Oui, merci M. Bachir de nous donner l'occasion d'aller tout doucement pour répondre à cette question. Pour parler des solutions, je vais d'abord commencer, comme on dit, il faut commencer justement à la base pour bien comprendre de quoi il est question et atteindre le problème jusqu'au nœud. Le nœud du problème ici. Je veux d'abord dire ici que la première solution pour pouvoir revoir tous ces problèmes qui minent notre éducation jusqu'à l'organisation des examens officiels, il faut convoquer, il faut convoquer les états généraux de l'éducation au Cameroun. Nous l'avons toujours dit et nous le réitérons avec fermeté ici. Nous interpellons le président de la République en premier et ses ministres de tutelle en second lieu. Vous devez convoquer les états généraux de l'éducation. Nous nous rappelons quand ces mouvements que vous avez eu à interdire pour la plupart, commençant de l'OTA jusqu'à l'OTS, en passant par les CK et d'autres mouvements syndicalistes, beaucoup parmi eux ils s'inscrivaient dans ce problème de grève parce qu'il y avait aussi la question des états généraux de l'éducation. Et je me rappelle, cela a été prévu en 2014 et celui qui était chargé de superviser les travaux devant encadrer ces états généraux de l'éducation était le professeur Paul Kogo Mingo, qui est actuellement à la présidence. C'était lui qui était en charge pour le suivi, l'orientation, la supervision des travaux liés aux états généraux de l'éducation. Il fallait revoir ça. Il fallait également revoir la loi d'orientation en matière de sous-système, organisation, gestion, fonctionnement. Il fallait revoir tout cela. Donc, je convoque, je le redis encore ici, les états généraux de l'éducation. Quand on va convoquer les états généraux de l'éducation, on part en contrebas pour voir tous les problèmes que nous avons eus depuis 1995, la date des derniers états généraux, l'année des derniers états généraux d'éducation, c'est en 1995. Il faut voir de 1995 à 2024, soit 29 ans après. Qu'est-ce que nous avons recensé comme défi, comme problème, comme sarcasme, si je peux me permettre ce terme-là, lié à l'éducation? On revoit tout cela, comme on dit, l'âge, ça se lave en famille. Tous les acteurs de l'éducation s'asseyent sur la même table, étudient les problèmes, et puis maintenant, trouvent ce qu'il faut pour que notre éducation ne puisse avoir les plaintes, les complaintes, les idées qui passent entre personnel enseignant et personnel managérial. Donc on doit revoir tout cela. Après les états généraux de l'éducation, avec la loi de l'orientation du 14 avril 1998 dont j'ai également mentionné, il faut également voir ici la question des deux sous-systèmes hérités de la colonisation. L'autre solution serait la fusion des deux sous-systèmes. Parce que le sous-système francophone, je vous l'assure, même les enseignants d'université qui nous suivent, je pense ici au professeur Dikou, mais ce professeur de rang magistral que j'ai eu à suivre dans la plupart des thèses de doctorat dirigées autour des sujets liés à l'éducation dans ce pays, le professeur Daniel Abois également qui m'a encadré, et tous ces autres enseignants dont nous ne pouvons citer les noms ici, et même le regretté Bole Boutake, dont nous tirons la révérence. Nous sommes tous conscients qu'il faut faire la fusion des deux sous-systèmes. Ces deux sous-systèmes doivent fusionner en un seul. Mais le sous-système francophone a montré ses limites. La preuve en est, je ne sais pas si dans le GCE Board, tout ce que nous avons déjà changé comme programme
dans le système francophone, eux aussi ils ont eu les mêmes changements. Et même s'ils ont eu les mêmes changements, est-ce que tous ces changements ont été adaptés à notre contexte? Ça, c'est la question que nous nous posons. Et en fusionnant, il faut maintenant impulser une nouvelle dynamique à la fusion de ces deux sous-systèmes en un seul système. Quand je dis impulser une nouvelle dynamique dans l'éducation du Cameroun, c'est qu'il faut revoir toutes les orientations qui feront en sorte que le Cameroun puisse être un véritable pays émergent, pas sur les papiers. Je vais prendre ici, si vous me permettez, 3 bons exemples que le monde dont nous parlons aujourd'hui connaît parfaitement. Je prends le cas par exemple de la Corée, les deux Corées, que ce soit la Corée du Sud et la Corée du Nord, notamment la Corée du Nord de Kim Jong-un, que nous saluons ici au passage. En Corée du Nord, je vous l'assure, vous pouvez même taper vos recherches maintenant, l'éducation a été autocentrée, unilatérale. Ils ont fermé l'éducation rien que pour contextualiser le cadre éducatif aux réalités du pays. On a dit qu'on va d'abord enseigner l'histoire de la Corée, les traditions coréennes à tous ces peuples, et maintenant les secteurs sur lesquels la Corée s'appuie, on va développer ça pour tout le pays, si bien que tout Coréen qui va essayer d'aller au-delà, on va trouver ce qu'il faut pour lui. Deuxième système, le sous-système japonais. On vous a aussi dit avec moi, quand nous étions sur les bancs, qu'au Japon, quand les programmes étaient déjà assis, il fallait maintenant sélectionner ceux qui étaient qualifiés pour accompagner ces programmes dans leur implémentation, leur mise sur pied effective. C'est que tous les enfants qui ne répondaient pas à tout ce qui encadrait ce système éducatif, ils étaient soumis à une règle de sanction telle que définie par les lois de la République dirigées par le shogun qu'on appelle ici le Premier ministre. Si bien que là-bas, quand on punissait un enfant, que ce soit au primaire ou au secondaire, je prends par exemple, comme c'est un pays qui a développé plus les technologies que tout, et c'est le premier pays électronique, en électronique au monde jusqu'à aujourd'hui, quand on punissait un enfant par exemple qui fait électronique, on ne sait pas arranger les radios. Tant que l'enfant ne finissait pas d'exécuter sa punition jusqu'à ce que l'enseignant puisse valider et les commissions en charge de la supervision et de l'encadrement de ces apprenants-là puissent aussi statuer et valider, l'enfant devait toujours caler là. Vous voyez là où ça a mené le Japon depuis les attaques, la bombe de Nagasaki et d'Hiroshima, même si le Japon a un peu reculé sur le plan de la technologie, de l'armement et du nucléaire. Et je vais terminer ici avec le système éducatif brésilien. Regardez le Brésil qui est un pays sous-développé comme nous. Si vous avez quelqu'un qui est au Brésil, demandez comment ça se passe dans les centres de formation, que ce soit même dans les îles ici, que ce soit à Rio de Janeiro, à Brasilia ou à Fortaleza ou à Copacabana, partout là-bas. Demandez comment ça se passe. Ce n'est pas ce que nous voyons ici. Ils ont orienté leur éducation beaucoup plus dans le domaine socio-économique. On doit avoir la culture brésilienne. On doit maîtriser tout ce qui vient du Brésil. Et comment protéger le Brésil? Comment développer le Brésil? Comment rendre le Brésil concurrent, performant à l'échelle internationale? La preuve en est, quand on parle du G20, j'espère que vous connaissez que le Brésil est dans le G20. Donc, si on s'inspire de ce qui se passe ailleurs, ce que je vais proposer comme solution au Cameroun, c'est de revoir d'abord les programmes d'histoire géo. Revoir les programmes d'histoire géo. En plus de revoir des programmes d'histoire géo, trouver des orientations qui s'arriment avec les technologies de l'heure, que ce soit les technologies innovantes, les technologies liées aux formations d'un domaine à l'autre. Bref, qu'on puisse faire face à la mondialisation, mais qu'on n'épouse pas toujours la mondialisation. Alors, quand vous parlez de la révision des programmes d'histoire, géographie ECM, qu'est-ce que ça veut dire quoi exactement? Ça veut exactement dire qu'il faut que chaque apprenant puisse déjà connaître le contexte du Cameroun, doit apprendre à nos enfants l'histoire du Cameroun, ce que nous devons connaître de notre histoire, ce qui nous a manqué depuis l'existence du Cameroun comme un État internationalement reconnu. Et maintenant, après avoir enseigné cette histoire, ce que nous devons aussi enseigner à nos enfants, c'est ce qu'il faut au Cameroun pour pouvoir être développé. Quand on parle de l'histoire et de la géographie, je vais parler du secteur minier. Combien de nos enfants connaissent ce qu'on entend parmi vous? Allez voir là, ils ont les licences en biochimie, les masters, les doctorats en biochimie, tout. Mais si vous les amenez sur le terrain, ils ne peuvent pas vous faire quelque chose. Même en médecine, il y a les médecines innovantes. Je parle de la néonatologie. Combien, si on est spécialiste en néonatologie au Cameroun, si oui, combien? La neurochirurgie. Il y a une année, on a disposé que de 4, je ne sais pas s'il y en a encore d'autres.
Beaucoup sont là avec les évacuations sanitaires parce qu'il manque un plateau technique, les spécialistes et tout. On doit intérioriser ça. Vous pensez que les programmes d'histoire-géographie au Cameroun sont caduques? Beaucoup de ces programmes sont caduques. Par exemple, la preuve en est, quand je regarde dans les programmes dans les écoles, est-ce qu'on enseigne la géographie régionale à nos enfants? Quand un enfant vient dans nous, combien d'enfants savent que nous avons 9 arrondissements? Et ces 9 arrondissements, combien d'enfants connaissent que oui, dans tel arrondissement, on peut avoir telle ressource là-bas, on peut cultiver telle ressource, comme je vous ai pris le cas du Brésil. C'est comme ça que ça se passe au Brésil. Vous voyez un enfant, il doit d'abord apprendre l'histoire du Brésil, la géographie du Brésil. Et maintenant, on doit identifier toutes les sources qu'il faut mettre. Quand je parle des sources, ça peut être les sources écologiques, les sources minières, les sources zoologiques, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Quand on a déjà tout cela, si on regarde les filières qui encadrent tout cela, l'aviculture, oui, il y en a importé les poulets de combien de jours au Brésil. Donc on voit tout cela. On fait un développement auto-centré ici. On forme les gens sur ça, ou bien on envoie même nos intellectuels dans les États, ce qu'on appelle aujourd'hui transfert de technologie. Ils partent se former là-bas, ils reviennent implémenter ça. Je vois par exemple parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Où est passée l'intelligence artificielle au Cameroun? Nous avons une de nos représentantes, la fille d'un ancien délégué du gouvernement de ce pays, qui est déjà dans la NASA. Je parle de la fille du docteur Fritz Tonnet qui est à la NASA. Est-ce qu'on peut aussi implémenter ça ici? Nous avons le célèbre William Elon, Drone Africa. Il est passé où? Mais allez voir ce qu'il a fait en Namibie. J'ai lu dans une revue africaine où c'est Jeune Afrique, je sais quelle revue. Allez voir ce qu'il fait dans certains pays africains. Il y a d'autres là en France qui fabriquent les tricycles, comme c'est chinois, mais avec d'autres automatismes bien détaillés dont nous ne serons dévoilés ici au regard du temps qui nous est imparti. Voilà. Merci Washington Prosper. Au regard de toutes ces solutions que vous avez pensé vouloir nous faire comprendre, quelles sont les solutions pour qu'il n'y ait plus de fuite? Ça, c'était les solutions générales. Quelles sont les solutions pour éviter les fuites d'épreuves dans notre pays? Parce qu'on en a marre. Les solutions que nous devons déjà mettre sur la table ou alors convoquer sur la table. La première solution ici, si vous pouvez aussi me permettre, pas de sortir du sujet, mais d'orienter cela. La première solution ici, c'est de mettre sur pied un véritable processus de décentralisation. C'est-à-dire permettre que chaque région, chaque partie du territoire, parce qu'on a deux types de décentralisation, la décentralisation administrative et la décentralisation territoriale. Je parle notamment de la décentralisation territoriale. Chaque région, dans sa banque des épreuves, doit s'assurer de la gestion rigoureuse et stricte de tout ce qu'ils auront là-bas comme données. Et une fois que ces données sont collectées, ils peuvent maintenant s'associer sur le plan national et voir donc comment uniformiser ça et mettre des sanctions appropriées pour tous ceux qui vont contrevenir à l'exécution de règles qui encadrent l'organisation des examens. Et je disais tantôt, on doit fusionner les deux sous-systèmes. Quand on n'est plus d'un côté, le GCA Board, l'OBC, on fusionne tout ça en un système et on crée maintenant une chaîne de valeur qui permettra que tous les enseignants du Cameroun, pour ne pas dire qu'on doit faire une vidéo-surveillance ou une télé-surveillance, tous les enseignants du Cameroun qui proposent ces épreuves et même sur le terrain puissent être surveillés à la lettre pour que l'État voit ce qui se passe là. Quand les données sont déjà arrivées jusqu'au sommet, le sommet s'assoit avec les représentants de chaque région dans le processus de décentralisation pour pouvoir décider de quelle épreuve pourra passer. Et maintenant, c'est ces spécialistes qui représentent la région. Je ne parle pas parce qu'il y a un conseil régional. Ce conseil régional même a questionné. Je ne pas dans le sujet là. Donc, maintenant, les représentations régionales là, doivent donc décider de quel sujet devra passer. Et on devrait maintenant les suivre. Et j'ai suivi certains confrères dire qu'il y a une année là, l'Ouest avait ses épreuves, les autres régions avaient leurs épreuves. Pourquoi ne pas, cher ministre en charge de l'éducation, pourquoi ne même pas décentraliser l'organisation des épreuves pour dire que oui, ici à l'ouest vous aurez vos épreuves, à l'est vous aurez vos épreuves, à l'extrême nord vous aurez vos épreuves, mais là tout cela on connecte sur le ministère des enseignements secondaires pour parler des enseignements secondaires. De tel sorte, le ministère des enseignements secondaires sera que oui, à l'est on a eu telle épreuve, voilà l'organisation qui est mise sur pied et voilà comment nous devons suivre cela sur le terrain. Et maintenant dans les chaînes de valeur avec les acteurs pédagogiques qui suivent toute l'organisation de ces examens, qu'on puisse voir ce que chaque acteur pédagogique fait sur le terrain, est-ce qu'il le fait bien,
Est-ce qu'il y a eu un problème quelque part? On intervient directement avant que ça n'arrive à la hiérarchie pour être régulé et être remis sur les rails. Alors, si on vous comprend bien, il faudrait faire tout cela pour que les fuites et certainement les fuites des preuves ne puissent plus avoir lieu. Alors, concrètement, Monsieur Ouachou-Poche, vous êtes expert en sciences de l'éducation. Au-delà de tout cela, beaucoup pensent qu'il faut passer à la phase répressive. Il faut sanctionner. Parce que, y a-t-il pas une loi sur la confidence? Sur la confidence, je crois que c'est dans le code pénal. Oui. Sauf que je n'ai pas les articles relatifs. Pourquoi on ne sanctionne pas jusqu'à présent? On sanctionne ceux qui n'ont pas fait. Les véritables coupables, ils sont là. Monsieur Bachir, pour ne pas faire rire les téléspectateurs, on dit déjà... On sanctionne les élèves et pourtant, c'est un problème. Même les élèves, il y a déjà un problème à la base. Je commence par les responsabilités d'un côté comme de l'autre. Au niveau de la hiérarchie. Est-ce que si des gens, la hiérarchie vient vous dire que s'il y a un flux des preuves, où sont les preuves? Vous allez dire quoi? Ils vont s'assurer qu'il dit déjà où sont les preuves. Or, sachant donc qu'il y a flux des preuves, si la hiérarchie ne sanctionne pas, qui va sanctionner? Et parlons au niveau des élèves. Quand maintenant vous avez donné 2-3 ans aux élèves, comme on a vu le cas de Tchakoun, on a d'abord sorti son diplôme avant d'annuler pour qu'il puisse s'enfuir vers l'extérieur pour poursuivre ses études là-bas. Quand vous voyez déjà ce cas-là, regardez même au niveau de la surveillance des examens. Je ne sors pas du sujet, je prends cela pour vous donner à quel point l'impunité a pris de l'ampleur et son ascendant. Au niveau de la surveillance des examens, quand vous attrapez un tricheur, au lieu que le tricheur, avec tout ce que vous avez eu à attraper, puisse être collé, 3 ans sanctionné, c'est vous l'enseignant qu'on convoque à Yaoundé pour aller répondre de vos actes de produit. Les vous l'avez attrapé. Qui permettent de vous justifier que vous l'avez véritablement attrapé. C'est le règne de quoi déjà là? Donc je prends cet exemple pour vous dire que si le règne de l'impunité a été décrété depuis les sommets, ce n'est pas au bas de l'échelle que ceux qui vont venir subir les frasques de cette impunité pourront le prouver comme contraire. Donc l'impunité a déjà été décrétée dès le sommet, d'où maintenant toutes ces dérives, toutes ces frasques que nous observons dans l'organisation, la gestion des examens, même jusqu'à la publication des résultats. Donc vous voyez que quand même un parent connaît le niveau de son enfant, on vous dit que l'enfant, si je ne crois pas qu'il pouvait échouer, on lui devait payer 50 000 de faire une lettre de charge pour le contrôle de ses copies, que oui, si on passe, ça passe tant, mais ça ne part pas, non seulement on remboursera par 50 000, mais il va encore payer les amendes, tout ça. On appelle ça comment? Ça existe dans quel pays? Je veux savoir, je peux me tromper. Donc vous comprenez que le règne de l'impunité a été décrété. Si des gens ne sanctionnent pas à compter du sommet, les responsables qui ont fait fuiter ces épreuves sur les réseaux sociaux, c'est que nous sommes à l'ère de nouvelles technologies. Rien ne se cache plus. Même les secrets présidentiels, les secrets confidentiels d'un État, c'est dans quel pays au monde on retrouve ça sur les toits comme au Cameroun? Il n'y a plus au sort de la confidentialité dans ce pays. Un document qui sort de la présidence et qui est chargé d'être enregistré dans les archives confidentielles de l'État, surtout sur les réseaux sociaux. On appelle ça comment? Donc, il y a l'impunité et il y a aussi ce laisser-faire, ce laisser-aller qui a été décrété dans ce pays où chacun la tolérance administrative. Oui, tolérance administrative au lieu de la tolérance zéro. Mesdames et messieurs téléspectateurs, dans quelques minutes, nous allons sortir de ce plateau. L'échange a été, l'entretien a été totalement important. Mais avant de sortir de ce plateau avec ce sujet, mesdames et messieurs, je vous prie, nous prenons encore un verre d'eau, le temps de revenir pour complètement boucler la boucle.
sur ce plateau, nous abordons là la dernière ligne droite définitivement de sur ce plateau, lundi 17 juin de l'an de grâce 2024. Nous parlions tout à l'heure là des examens officiels. Les épreuves sont-elles encore confidentielles pour mieux aborder, pour mieux interpréter, pour mieux commenter, pour mieux expliquer ce sujet ou encore cette thématique. Nous avons eu la chance d'avoir sur ce plateau M. Wachou Prosper, expert en sciences de l'éducation, qui revient tour à tour sur les questions sur la question de l'éducation au Cameroun. Wachou Prosper, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Quel sera votre mot de fin au regard de tout ce que vous avez pu dire? Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir pour un Cameroun avec une éducation dont les lettres de noblesse seront retrouvées? Oui, merci pour cette question de fin. Je veux dire aux téléspectateurs que dans un pays comme le nôtre, pour que notre éducation retrouve ses lettres de noblesse, il faut faire un toilettage du sommet jusqu'à la base. Nous entendons tous les jours à travers le monde que tant que nous ne mettrons pas les hommes qu'il faut aux places qu'il faut, ne nous attendons pas aux résultats que nous escomptons. Donc nous voulons par là dire que l'État camerounais doit revoir la chaîne de valeur en termes d'orientation, d'organisation, de régulation du système éducatif camerounais. Donc nous voulons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour dire quoi? En un mot, pour dire que ce soit les enseignements dans les écoles, l'organisation des épreuves, la réglementation dans le processus de diplomation, tout cela doit être revu et que les sanctions appropriées pour tout contrevenant puissent être véritablement appliquées et que le mérite revienne dans l'éducation au Cameroun, parce que nous décrions ici, même si nous ne l'avons pas dit depuis longtemps, mes chers acteurs, mes chers panélistes et autres qui passent souvent sur cette antenne et chers téléspectateurs, le problème de mérite se pose au Cameroun. Donc l'État doit revoir la question autour du mérite. Et je crois que si on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et la culture du mérite revient, je crois que ce serait comme un triste souvenir, ces fruits des épreuves, ces examens qu'on organise depuis quelques années au pourcentage qui défie toute concurrence malgré ces fruits des épreuves et tout ce que nous connaissons comme conséquence pour la vie en société. Et pour terminer, ça renvoie à ce que notre célèbre penseur français Jean-Jacques Rousseau disait. La question du contrat social s'impose à tous les États et quand un État a raté son contrat social, l'éducation ne serait plus qu'un triste souvenir ou bien un paramètre, un paradigme qu'on vient ajouter dans la société sous couvert qu'on forme des gens, mais dans le contrat social, ça ne représentera rien. Je vous remercie. D'accord, Monsieur Wachou Prosper, après ce mot de fin important, j'espère vous recevoir une prochaine fois sur ce plateau d'Univers Soir. Merci, M. Bachir. Nous sommes disponibles. Nous sommes à la portée des téléspectateurs pour des éclairages qui solliciteront pour les sujets d'actualité qui interpellent notre pays, puisque nous avons tous un pays à reconstruire. Les actualités que nous suivons au quotidien ne sont pas toujours bonnes à entendre. Nous demandons que les uns et les autres s'intéressent véritablement. Et comme depuis quelques mois, on nous dit que pour impulser une nouvelle dynamique et inverser la courbe de cette actualité triste que nous décrions au quotidien, allez vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir inverser la tendance, même dans le domaine de l'éducation que nous avons traité ce soir. Je vous remercie. Voilà, on sort par là. Vous allez répondre à cette question du téléspectateur. Il dit, quand il y a fuite de preuves dans les pays sérieux, on annule. Effectivement. Est-ce que vous pensez qu'on peut annuler le probatoire? On peut annuler. Quand on dit annuler, ce n'est pas toutes les épreuves. Ce sont les épreuves où il y a eu fuite. Je me rappelle. Et s'il y a eu fuite dans toutes les épreuves? S'il y a eu dans toutes les épreuves, on annule, on reprogramme. C'est évident? C'est évident. C'est pour un pays qui se veut sérieux. Comme le téléspectateur dit si bien un message. Parce que dans un pays sérieux, quand vous n'annulez pas, sous couvert que vous n'avez pas les moyens de bord pour pouvoir reprendre, parce qu'ils nous disent qu'ils ne reprennent pas, vu qu'il y a les moyens modiques pour pouvoir encore réorganiser. Et si en réorganisant, il y a fuite. Ça veut dire que le problème est toujours à la base. D'accord. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'il faut réorganiser tout le système éducatif du sommet à la base. Merci. Wachou Prosper, vous allez dire bonsoir pour que peut-être à 2 personnes pour sortir. Pour sortir ici, je veux dire bonsoir à mes parents qui sont de leur côté et qui m'attendent d'ici peu. Je dis également bonsoir
à mon confrère M. Ella qui nous suit en ce moment et à tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous leur disons un bonsoir et une chaleureuse semaine. Vous avez dit bonsoir au délégué départemental des enseignements secondaires. Également, quand je parle de la communauté éducative, je pense à lui, M. Mountab Célestin, que j'aime beaucoup et qui sait de quoi il est question, qui connaît ma position en termes... Il me dit souvent ça. Position sur l'éducation, nous ne sommes pas là pour former les cancres. C'est que je n'aime pas la cancrétude. Merci, monsieur le délégué, de prendre acte et de connaître que vous avez un serviteur valable qui est prêt à défendre le mérite et non la cancrétude. En tout cas, merci chers téléspectateurs, c'est un plaisir. Merci encore à Wachou Prosper, expert en sciences de l'éducation, professeur des écoles normales d'instituteurs, en ce qui concerne l'INERGE de Fumban. Il a beaucoup de casquettes en ce qui concerne l'histoire. L'histoire et encore l'histoire, il maîtrise les tous les contours de cela. On retient sans tarder avec lui qu'au Cameroun, l'organisation, l'implémentation, la réorientation de tout cela, le système éducatif, les états généraux doivent se faire, la loi d'orientation, la fusion des systèmes, des sous-systèmes francophones, anglophones, ainsi de suite, l'implémentation de la décentralisation, comme il a dit, autant de choses restent encore à faire. Beaucoup ont déjà été faits, mais il faudra encore réorganiser pour que notre pays, pour que l'éducation retrouve tous ses lettres de noblesse. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, merci encore de nous avoir regardé sur toutes nos plateformes digitales, à travers Facebook, YouTube, Play Store, autant de choses. Merci. Merci au réalisateur Capo, le grand caporal. Merci au PDG de la chaîne Moudi Ousmane Patoussa. Merci encore vous. Votre fidélité nous honore. Votre satisfaction restera toujours l'objet de notre quête. Si peut à dire, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, au plaisir. Portez-vous bien, surtout il faut rappeler que demain, l'émission Univers Soir sera... On parlera de la spiritualité. Est-ce que la spiritualité peut apporter la paix et le développement dans un pays? Et pour le faire, nous avons cherché, nous avons fait un casting d'invités. Nous recevons sur ce plateau demain le docteur Cheikh Youssouf, expert et chercheur en spiritualité des religions. Il reviendra sur les contours de la spiritualité dans le cadre de la paix et du développement de notre pays. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. À mardi.